Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin. Vous regardez For You Matin sur For You Media Africa. Le Mali se lance dans un projet de grande envergure pour renforcer sa souveraineté militaire, sous la direction du président du Mali, le général Assimi Goïta. Le pays a annoncé la création d'une infrastructure industrielle d'armement moderne qui va donc marquer une étape décisive en ce qui concerne, dans l'histoire en tout cas, de ces forces armées. Une initiative qui a été présentée lors du message du président à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'armée. Assimi Goïta a donc fait cette annonce. Le Mali va se lancer, se lance dans la création d'une industrie d'armement moderne. Les implications, nous allons bien sûr essayer de commenter, analyser, comprendre effectivement cette actualité, l'impact ou les conséquences d'une telle décision, effectivement, pour le Mali. On en parlera tout à l'heure avec nos invités dans le cadre de cette édition de For You Matin. Et puis on reviendra sur cette cérémonie justement de prestation de serment du côté des États-Unis pour parler de cette sortie du président Vladimir Poutine, le président russe, qui a justement félicité non seulement son homologue américain Donald Trump, mais s'est également dit prêt à discuter avec le gouvernement Trump. On essaiera de commenter et comprendre quelle implication géopolitique, si jamais effectivement il y a ce dialogue entre l'actuel gouvernement, le gouvernement de Donald Trump, et bien sûr le gouvernement de Vladimir Poutine du côté de la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, le menu que nous vous proposons ce matin. Merci une fois de plus d'être avec nous. Merci, mesdames et messieurs, d'être là à travers la 96.3 FM For You Radio. Vous nous suivez également, mais aussi via nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, également notre application For You Media Africa. Vous y êtes également. Merci de votre fidélité. Alors, on va commencer par présenter Tapé Grobera qui va partager ce plateau avec nous ce matin. Bonjour Tapé Grobera. Ticket, Manuela, comme dit un de mes frères, la Grande Royale. Je salue la direction de For You Media, je salue les techniciens, je salue vos très nombreux téléspectateurs et auditeurs, puisque vous avez aussi créé une radio. Oui. En tout cas, merci pour l'invitation et je salue effectivement d'autres personnes qui vont faire partie du panel et que je vous laisse le choix de les présenter. Eh bien voilà, merci à vous. Tapé Grobera, effectivement, le docteur Yamtimba, notre consultant, va nous retrouver dans quelques minutes dans le cadre de cette édition. Le temps pour lui, en tout cas, de nous retrouver, de s'installer. Nous, on va commencer le débat avec vous, Tapé Grobera. Effectivement, on va commencer par l'actualité, on va dire, hors d'Afrique, pour parler de cette sortie du président russe Vladimir Poutine. On va prendre cet extrait. Je vous propose, chers téléspectateurs, d'écouter, même si c'est en langue russe. Voilà, les propos du président Poutine ont été retranscrits ou alors traduits en langue française. Donc, vous pourrez bien sûr comprendre ce qu'il est en train ou alors ce qu'il était en train de dire dans cette déclaration, encore dans cette sortie. Alors, avec le concours de la réalisation, on prend l'extrait, ensuite on revient. Заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны.
Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Я говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции. Eh bien voilà, merci à la réalisation et bien sûr à nos confrères de Spoutnik pour cet élément. On va vous retrouver, Tapé Goubera, pour commenter cette sortie du président Vladimir Poutine, entre autres, stabilité stratégique effectivement, pour parler de cette ordre ou paix mondiale, certainement. Il le dit également, nous sommes ouverts au dialogue pour un règlement de la situation du côté de l'Ukraine, même s'il précise également que la Russie se battra toujours pour ses intérêts. Tapé Goubera pour cette sortie. Oui, merci. Il y a une phrase dont vous avez fait cas tout à l'heure où le président Vladimir Poutine a dit que nous sommes prêts. Nous avons toujours privilégié le dialogue. Oui. Ce n'est pas faux. C'est une réalité. C'est un élément factuel. Rappelez-vous, après Maïden, il y a eu Minsk 1, Minsk 2. Même Minsk 2 où, parce que Minsk 1, la Russie était là, mais oui. Minsk 2 où la France et l'Allemagne se sont portés garant, ces deux pays-là, pour qu'il y ait un règlement pacifique de la situation dans ce qu'on appelait le Donbass. Je rappelle à toute fin utile pour que les gens comprennent. L'Ukraine étant une entité, à l'époque, depuis 1991, est devenue une entité depuis 1991, et vous avez eu le coup d'État qui a eu lieu en 2014, où il y avait un président, puisqu'on parle de démocratiquement élu, oui. Voilà. Et ce président à qui l'Union européenne a fait une proposition, et c'est à cette proposition, la Russie en a fait une qui est plus intéressante, puisque le pipeline passe par l'Ukraine. Donc, la Russie a fait, puisque c'est comme un produit. Si vous avez un produit, si quelqu'un le vend, un peut faire une offre, l'autre fait une deuxième offre. Donc, la Russie a dit, bon, nous, non seulement on va vous donner plus d'argent que pour l'Union européenne, mais en plus, comme ça passe chez vous, on va augmenter même. Bon, j'ai caricature, on va augmenter la quantité de gaz et de pétrole qui passe chez vous. Ensuite, vous allez vous payer moins cher. Le monsieur, il a regardé, en tenant compte des intérêts de son pays, il a choisi, il a donc refusé l'offre de l'Europe et il a donc décidé alors de se pencher vers celui de la Russie. Voilà comment est arrivé le coup d'État. Qui a été décidé qu'il fallait l'enlever et les éléments sont là. Donc, après le coup d'État de Maïden, automatiquement, d'abord, il a été taxé de pro-russe. Oui. Et donc, la Russie est devenue, c'est-à-dire que tout ce qui était propre à la Russie, ça devient maintenant quelque chose qu'il fallait combattre. De ce fait, un décret a été signé, parce que vous avez des populations, on oublie que tout ça faisait partie de l'URSS. Donc, en plus des langues que les gens pouvaient parler, l'ukrainien, parce que l'Ukraine n'est pas une entité homogène telle qu'on veut la présenter. Tout à fait. Vous avez des gens qui sont vous avez des gens qui sont des Polonais, d'origine, enfin qui parlent la langue polonaise. Vous avez des gens qui parlent le roumain, hein, la Roumanie.
qui sont dans des petites entités, et vous avez des gens qui sont qui parlent le russe, ou bien qui ont des intérêts avec la Russie, la Russie, pardon. Donc, du jour au lendemain, on signe un décret pour dire que tout ça, c'est interdit. On ne fait que la promotion de l'Ukraine. Tout ce qui est culturel ne s'impose pas par la violence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc commencé à pourchasser ces populations. Et donc, ceux-là, on dit non, ce n'est pas question. Donc, c'est les populations ukrainiennes de l'Est qu'on appelle le Donbass, dans cette zone-là. Oui. On dit pas question. Et donc, c'est l'État, je dis bien l'État ukrainien avant Zelensky, celui qui n'a même pas été élu, celui qui a fait la transition, qui lui-même était un véritable raciste, puisqu'il a dit que les autres, ce sont des, il n'a pas, je ne sais pas le mot kafar, mais il a dit, en fait, dans l'équivalent des kafars, qu'il fallait les nettoyer. Et donc, de 2014 jusqu'en 2022, cette population ukrainienne, mais entre griffes, on pourrait dire pro-russe, était sujette à des attaques de l'État, je dis bien de l'État russe, de l'État ukrainien. Tous les là-bas, il n'y avait plus d'école. De la même manière, aujourd'hui, on voit la situation de la Palestine, c'est la même chose que cette population occupée. Il y a des reportages. Vous avez une dame, Anne, son nom m'échappe, une Française, qui a fait le reportage, donc de 2014. Et donc, en ce fait-là, la Russie a demandé qu'il y ait des accords de Minsk pour que ceux-là, on puisse quand même leur garantir certaine sécurité. C'est comme ça François Hollande et Angela Merkel se sont portés garant. Il y a eu donc accord de Minsk en 2015. On a entendu Angela Merkel lui dire, François Hollande a été pris au dépourvu par comment on appelle, des influenceurs russes, des jeunes qui se sont fait passer pour Prorenko, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et il a dit en mode vision, tout le monde peut voir, où il dit que l'objectif était que la Russie, l'Ukraine puisse s'armer. Et les gens ne disent pas la vérité. L'opération spéciale de la Russie a commencé le 24 février. Le 22, cela a eu des accords. Mais le 15, c'était la dernière action de l'État ukrainien contre les populations, où il y a eu un bombardement et il devait y avoir ce qu'on appelle l'assaut final, dont le président Vladimir Poutine savait. Et c'est comme ça qu'il fallait intervenir. Si vous remarquez bien, si les Russes avaient préparé la guerre, leurs avoirs n'allaient pas être bloqués à l'extérieur. Ils avaient tout fait pour les rapatrier. Mais parce qu'ils ont vu que l'assaut qui devait avoir lieu, c'était mortel. Ça veut dire que peut-être qu'on ne devait même plus parler des populations. Donc voilà où il y a eu l'intervention. Mais dès qu'il y a eu l'opération russe, autre chose, j'ouvre une parenthèse parce que les gens ignorent. Vous avez le fils de Biden. Oui. Le fils de Biden qui était en alliance avec Zelensky et autres, et donc qui faisait partie d'un système nébuleux. Puisque Biden étant vice-président des États-Unis, au niveau des États-Unis, le vice-président, c'est lui qui est chargé des affaires étrangères. Et on a découvert une de comment on appelle, son ordinateur dans lequel il y avait des choses où il parlait de son papa qui était dans les business. Bon, il n'a pas dit son papa, mais il a dit le big boss. Mais ce qui est encore triste, et c'est d'ailleurs pour ça que le général qui a été tué tout récemment de roquettes, il a porté l'affaire devant l'ONU. Beaucoup l'ignorent. Mais les États-Unis, l'Angleterre et la France ont créé, c'est-à-dire ont créé des centres biologiques en Ukraine dont l'objectif était de décimer les populations russes. J'ai même vu un reportage où on devait donc mettre à un pigeon, c'est-à-dire un truc nocif, dès qu'il traverse la frontière et qu'il se retrouve du côté ukrainien, ce pigeon explose. Et vous allez avoir des gens qui allaient avoir des maladies. Vous imaginez la méchanceté dans laquelle les gens se sont caractérisés. C'est pour ça que quand le président, comment on appelle, Vladimir Poutine parle de deux éléments, la dénazification, ce n'est pas faux. Les nazis avaient occupé le pouvoir depuis 2014. Et d'ailleurs, les États-Unis, l'Union européenne, quand il y a eu la résolution qui a été proposée à l'ONU, je pense en 2018 ou 2020, par là, ces pays-là ont refusé de signer. Donc, voilà donc le contexte dans lequel c'était. Donc, en résumé, et quand je reviens maintenant à ce qui s'est passé, le 2 jours, je dis bien 2 jours après l'opération Saline, nous sommes le 26 février, qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky voulait négocier. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne a refusé qu'il y ait la négociation. Et puis au mois de mars, il y a eu comment on appelle, des négociations qui ont eu lieu en Ankara, en Turquie.
Au moment où tout cela devait se conclure, il y a eu l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Pour ceux qui en doutent, vous prenez, il y a un journal qu'on appelle Bild en Allemagne qui a fait, et le 30 avril 2024 dernier, le journal français Le Monde a repris l'article de Bild, selon lequel les États-Unis et l'Angleterre, avec Boris Johnson en présent, sont venus donner prendre un paquet de 500 millions de dollars à ce pour dire de continuer la guerre. Nous sommes en mars 2024. Vous imaginez, sur le deuxième jour, on s'était arrêté, peut-être qu'on aurait eu peut-être quelques blessés. Même si en 2013, en mars 2013, il y avait eu cette situation-là, on n'aurait pas eu tout ce temps. On a dit non de continuer. Et rappelez-vous de ce que les gens disaient à la télévision. Oui. On dit les Ukrainiens vont se battre jusqu'au dernier. Si tous les Ukrainiens se battent jusqu'au dernier, quel était le sens de ce sacrifice? Donc, ça veut dire que tous les Ukrainiens sont morts pour qui? Il fallait comprendre qu'effectivement, il y avait un jeu derrière. Vous avez une structure comme BlackRock, à l'heure où je vous parle, qui a déjà signé des accords avec Zelensky. BlackRock, c'est l'entreprise qui détient près de 21% du PIB, comment on appelle, des États-Unis, et qui vont reconstruire, comment on appelle, l'Ukraine. Donc, pour vous dire que véritablement, c'est un système de business. Et nous avons un sénateur américain, je nom m'échappe, qui l'a dit à Monde Vision, quand on l'a interrogé, il dit, mais comment vous pouvez imaginer que la Russie et la Chine, enfin la Russie va récupérer, comment on appelle, les ressources de l'Ukraine et puis partager ça avec la Chine. Nous, les États-Unis ne doivent pas accepter, il faut aller faire la guerre. Donc, c'est une guerre impérialiste. Tout le reste, ça, c'est du bavardage. Et donc, c'est dans ce contexte. Donc, le président Vladimir Poutine, quand pour revenir à cette histoire des désaccords d'Ankara, ils ont signé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'une des personnes qui a signé les accords, enfin, les pré-accords comment on appelle, de cette histoire, qui était un Ukrainien, il a été assassiné. On dit pas qu'il est pro-russe. Donc, tout ça a été mis aux oubliettes. Et M. Zelensky lui-même a pris un décret pour dire que tant que Poutine est au pouvoir, il ne signe pas. Vous imaginez? Voilà donc le contexte dans lequel on est, parce qu'il fallait l'encourager. Et c'est d'ailleurs pour ça que Zelensky les en veut, parce que vous m'avez poussé à la faute, on doit aller jusqu'au bout. Maintenant, les gens veulent reculer. Donc, le président Poutine est dans une démonstration, une logique. Pour ceux qui en doutent, je vais tout à l'heure vous montrer le livre. Lisez Jacques Baud, son livre sur l'Ukraine. Vous allez comprendre. Par exemple, Jacques Baud, il est suisse. Il a fait partie de l'OTAN. Il connaît bien l'élément. Et tout ce qu'il avait dit, parce qu'il était un membre des services secrets à l'époque de l'OTAN, tout ça, ça se vérifie. Et dans le livre, vous avez des détails que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, ici, quand le président Poutine dit, il y a longtemps, il est dans une logique de dialogue. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a eu des soldats qui sont morts, des Russes qui sont morts. Donc, on dit que du jour au lendemain, on va venir s'asseoir, bon, il faut rétrocéder. Non. Depuis le 22, la région du Donbass, ou une partie, enfin, ceux qui vont conquérir, reviennent de facto à la Russie. Et quand il dit que c'est une question de sécurité, ce n'est pas faux. Rappelez-vous en 1962, pour ceux qui se souviennent de ce qu'on appelle la baie des cochons, à l'époque, quand le président cubain avait signé un accord avec l'URSS Nikita Khrouchtchev, donc Nikita Khrouchtchev, Cuba, c'est une île, l'URSS avait installé des missiles à Cuba, mais ça a failli créer, entre griffes, la Troisième Guerre mondiale. On parle aujourd'hui de Kennedy. De Kennedy, ce n'était pas un enfant de cœur. Et n'eût été la sagesse de Nikita Khrouchtchev, on serait allé à une guerre très, très, très meurtrière. C'est-à-dire, les États-Unis ne sont pas d'accord pour qu'on installe des missiles dans leurs narines, mais eux, ils sont d'accord pour installer, excusez-moi, des missiles dans les yeux des autres. Et là, la Russie n'est pas prête à accepter. Et je suis totalement d'accord avec eux. Parce qu'on dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fie. Voilà donc le contexte dans lequel on est. Et aujourd'hui, il y a eu des morts. Il y a eu ce qu'on a vu. Et l'une des grosses bêtises, c'est cette histoire d'opération de course qui a été, en tout cas, qui a été une opération très intéressante pour le président Vladimir Poutine. C'est vrai, il y a eu des morts, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a légitimé leur action et ça fait qu'aujourd'hui, pratiquement tout le Donbass a été récupéré. Et on ne parlera même plus de la Crimée. Voilà donc le contexte dans lequel on est. Et pour ceux qui rêvent, je lis bien pour ceux qui rêvent, pensant que M. Trump est venu, il va tordre le bras de choses, il se trompe. Aujourd'hui, l'armée la plus puissante, c'est la Russie. Le président Poutine a dit, il dit, donnez-moi un élément
et puis je vais le bombarder en quelques secondes. Il a fait l'opération, enfin, ils ont fait la tentative avec ce qui s'est passé. 100 mètres de missiles au bout de, enfin, 100 mètres de balles, en fait, comme on peut dire, moi je ne suis pas un technicien, mais qui a simplement créé un cratère. Aujourd'hui, la Russie a une économie de guerre. C'est d'ailleurs pour ça que sur le plan économique, bon, c'est vrai, ils sont plus en avant que tout le reste, mais ils sont dans une économie de guerre. Un. Deuxièmement, les gens sont sur le terrain. Donc, aucun pays, je dis bien aucun pays sur la Terre ne peut battre la Russie. Les États-Unis même le savent, parce qu'il y a des éléments, des armes que la Russie a, dont les États-Unis ignorent la force, et il y a d'autres même qu'ils ont qui ne veulent pas montrer. Donc, pour vous dire que, et puis d'ailleurs, c'est le pays le plus, c'est comment on appelle, c'est un continent. Donc, Trump qui vient, lui, c'est un businessman. Lui, d'ailleurs, rappelez-vous, quand il a fait ces 4 dernières années, il avait attaqué qui? Il a attaqué 2 pays. Mais tout, le premier, c'est la Chine. Parce que lui, c'est l'élément économique qui l'intéresse. Et comme il est renfermé sur lui, d'ailleurs, il a imposé des mesures à l'Union européenne. Donc, lui, c'est la Chine qui l'intéresse, ce n'est pas la Russie. Parce que si on fait la guerre et que tout le monde meurt, ça ne sert à rien d'avoir l'argent. Lui, c'est un businessman. Donc, ce qui va se passer, il va essayer de voir comment est-ce que les conditions de la Russie, les Russes, là, les territoires qu'ils ont conquis, là, c'est pour eux. Ils ne seront plus dans cette histoire de demande de dire ne déposez pas. Si vous voulez déposer autant de missiles que vous voulez en Ukraine, mais eux, ils ont une avancée et là, ils vont déposer des missiles là. Donc, vous voyez que je crois qu'ils doivent avoir peut-être, si ma mémoire ne faille pas, près de 60 km au moins qu'ils ont conquis. Donc, ça veut dire que c'est un avantage, peut-être même plus, qu'ils ont comme un avantage. Et puis, vous allez voir, effectivement, aujourd'hui, c'est un pays qui est prospère, qui a une économie qui est prospère, contrairement aux autres pays qui parlent. Et la Russie n'a pas de crédit. La Russie ne doit à aucun pays. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté par rapport à leur situation de la monnaie qu'ils ont imposée. L'Union européenne n'en parle pas. La France, qui a M. Macron, qui a la grande gueule, la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Je pense que quand le docteur Yamti Bassera, lui qui est économiste, il va nous donner davantage. Donc, pour vous dire que le président Poutine est dans sa posture depuis le début jusqu'à maintenant. Il n'a pas changé. Il est dans le dialogue. Mais ce sont les autres qui sont belliqueux. Et là, cette administration de Obama, comment on appelle Biden, parce que c'est Obama qui a géré tout le truc. Parce que contrairement aux visées, puisque nous, Afro-Africains nègres, quand Obama est venu, on était contents. Pas parce qu'il allait venir défendre les intérêts d'Afrique, mais au moins, un des préjugés qui a toujours été lancé, c'est de faire croire que nous, Africains, où on est fort, c'est dans la danse, dans les trucs, etc. Au moins, on a vu un jeune qui portait le sang d'un nègre. Son papa était kenyan, et nous, ça nous a réjouis. Mais Barack Obama était l'un des plus grands assassins comment on appelle, de la présidence des États-Unis. Lui, il le faisait en soft. Il suffit simplement, excusez-moi de le dire, d'identifier le fait que vous, Mme Siké, vous êtes terroriste. On ne va même pas savoir si vous êtes avec des enfants, pas, etc. On va lancer, on va utiliser des drones pour tuer tout le monde chez vous. Ça, Obama, ça, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Merci infiniment, Tapé Groubeira. Merci pour cette analyse autour de cette sortie du président russe Vladimir Poutine. On le rappelle, qui s'est dit donc prêt à dialoguer les implications géopolitiques, bien sûr, surtout après cette prestation, l'arrivée du président Donald Trump à la tête, une fois de plus, des États-Unis. Vous l'avez dit, Donald Trump, c'est un businessman. Peut-être qu'avec la Russie, il pourra trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit, nous pouvons dialoguer pour un règlement de la situation, bien sûr, en Ukraine, tout en précisant qu'on reste dans la logique de la protection des intérêts de la Russie. Dr Yamtimba, merci d'être là ce matin. Bonjour et bienvenue. Votre avis, bien sûr, sur cette posture qu'adopte aujourd'hui le président russe, même si on l'a quand même rappelé, il a toujours été ouvert au dialogue. Bonjour Madame Siké, merci de m'avoir invité ce matin encore. Merci. Et bonjour à Tapé Groubeira, merci pour toutes les paroles agréables qu'il a dites. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin. Bah, écoutez Madame, je pense que le président Poutine
en écoutant parler le président Trump, oui. On a là de vrais présidents. Je crois qu'il se disait, enfin, quelqu'un avec qui je peux parler. Quelqu'un qui va dans le même sens que moi. Et tout naturellement, il y a un certain nombre de points qui permettent de le savoir. Nous voulons reprendre Panama. Très bien. Le président Poutine dit, mais c'est parfait. Dans ce cas, on se comprend. Ce qui est à nous, on le prend. Oui. Ce qui est à nous, on le prend. Donc la Crimée, c'est plus un problème. C'est réglé, définitivement, on n'en parle plus. Et puis, ça, le président Xi Jinping a dû se dire, ah mais c'est parfait. Donc Taïwan, on le prend. En fait, il a réglé beaucoup de problèmes qui se posent au niveau international et faciliter toutes les négociations qui pourraient avoir lieu. Avec le président Xi Jinping, l'accord ne sera plus si il faut défendre Taïwan ou pas. L'accord, ce sera, d'accord, Taïwan, comme on l'a fait en 71, on laisse tomber, parce que c'est Taïwan qui était aux Nations Unies, en fait, avant la Chine actuelle. OK. Ça, beaucoup de gens ne s'en souviennent pas. Mais à un moment donné, les États-Unis, parce que c'est la période où les États-Unis veulent entrer en Chine, des années 70, pour profiter de la main-d'œuvre chinoise, eh bien, on laisse tomber Taïwan, et puis c'est la Chine qui intègre, non seulement devient membre de l'ONU, et intègre le Conseil permanent. Le Conseil de sécurité. Voilà, le Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Et donc, vont dire, bon, écoutez, bon, Taïwan, maintenant, les accords, ça va être que vous nous laissez le canal de Panama. Oui. Vous vous assurez que vous acceptez les taxes que nous voulons que vous payiez. Il avait parlé pendant sa campagne de 10% de plus. Et on s'entend sur des éléments commerciaux, sur le commerce international. Et en même temps, vous nous soutenez dans notre retrait de l'OMS afin d'organiser les choses telles que Robert Kennedy souhaiterait les organiser. Et c'est très intéressant parce que le président américain dit que les ministres utilisent le pouvoir qu'ils ont pour faire tout ce qu'il faut pour le bien-être des États-Unis. Donc, on comprend très bien que le ministre Kennedy, qui a annoncé une feuille de route, a carte blanche pour régler les problèmes et donc sortir entre autres choses, retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Et je crois que tous ces éléments-là vont probablement apporter une certaine détente, mais nous espérons que ça n'ira pas jusqu'à priver le Panama de son canal, mais que ce sera un accord, que ce sera une renégociation de l'accord avec le Panama. Et cette renégociation permettra de savoir en réalité quelles peuvent être les nouvelles modalités d'utilisation de ce canal. Parce que le problème que les Américains soulèvent, c'est qu'ils ont creusé le canal, mais ils payent comme tout le monde. Et ils ont l'impression qu'il y a beaucoup plus de bateaux qui viennent d'autres pays, comme par exemple la Chine, qui passent par là. Bon. En même temps, cette revendication américaine, elle est un peu drôle parce que dans ce cas, les Français vont donc exiger que au canal de Suez, eh bien, leur bateau passe gratuitement. Sauf que évidemment, la France n'est pas les États-Unis et ne peut pas s'imposer à l'Égypte. Et donc, c'est ce qu'on craint. Mais si on reste dans la réelle politique, puisque les États-Unis peuvent s'imposer à Panama, eh bien, je crois que le président Trump, dans son discours, a réglé la question de Taïwan, a réglé la question de la Crimée et du Donbass et a envoyé un message clair à l'Ukraine. Les territoires perdus sont perdus. La guerre doit s'arrêter. Et nous devons voir avec le président Poutine comment on règle la question. Et je comprends maintenant d'où venait l'idée de « je vais régler ça en 24 heures ». Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Mais en même temps, ça envoie un message un peu dur aux Palestiniens. Probablement, c'est une manière de leur dire les territoires que vous avez perdus sont perdus. Israël fait ce qu'il veut. Mais c'est aussi ça les contradictions parfois du discours politique. Il reste seulement qu'on l'espère, Trump tient compte du fait que l'Iran est quand même au Moyen-Orient et que malgré le fait qu'ils vont forer et avoir toute l'énergie qu'ils veulent, ils devraient vendre au monde. Oui. S'ils doivent vendre au monde, il faudra gérer un certain nombre avec les BRICS et les BRICS sont dans la disposition de soutenir la Palestine. Parce que l'Afrique du Sud apporte un soutien inconditionnel et tous les autres peuples suivent l'Afrique du Sud, des BRICS suivent l'Afrique du Sud dans ce sens-là. L'autre élément, c'est que la Russie, de toute façon, n'a jamais eu de position autre que
celle du dialogue. On se souvient qu'un mois après le déclenchement de l'opération spéciale, eh bien, la Russie avait accepté, proposé un plan de paix et accepté des négociations c'était, je ne sais plus, c'est Istanbul, mais toujours est-il que c'était en Turquie. Oui. Et c'est Boris Johnson qui s'est rendu en Ukraine après concertation de l'OTAN pour dire ne signez pas. Et là, Tapé Groubera rappelait le décret pris par Zelensky dans ce cas-là. Et je crois qu'aujourd'hui, je pense qu'on a deux présidents qui veulent parler, contrairement à Joe Biden, le président Joe Biden, qui lui ne voulait pas du tout discuter de la Russie et disait que l'Ukraine peut gagner la guerre. Je ne sais pas trop dans quel délire il était, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ils peuvent discuter, et s'ils discutent, qu'ils arrêtent. Peut-être qu'ainsi les présidents africains qui sommeillent là, qui dorment, qui sont dans l'incompétence totale et mettent tous les problèmes de leur pays depuis 2-3 ans sur la guerre en Ukraine, j'espère qu'enfin, ils vont pouvoir apporter de vraies solutions aux Africains, puisqu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. Parce que dans tout ce que nous allons dire là, ce qui importe pour nous, c'est quelle est la place des Africains là-dedans. Effectivement. Donc, parce que prenez systématiquement tous les présidents, ceux du franc CFA en particulier. Oui. Oh, la guerre en Ukraine, oh, la guerre en Palestine, quel que soit le problème. Impact, dans nos États à chaque fois. Vous leur dites que les routes sont fissurées, ils vous disent que non, c'est la guerre en Ukraine. Bon, je ne sais pas trop aussi. Et les Africains ont découvert avec surprise que toute la nourriture qu'ils mangeaient venait d'Ukraine, que tout le bitume qu'ils utilisaient venait d'Ukraine, que tous les habits qu'ils portaient venaient d'Ukraine, que tous les médicaments venaient d'Ukraine, que tout venait d'Ukraine en fait. Et que dès que la guerre a commencé là-bas, tout s'est arrêté. J'espère que ce discours va s'arrêter et que les gens vont se mettre au travail et arrêter de nous servir cette espèce de réponse qui est tout à fait l'expression d'une paresse et d'une incompétence inacceptable. Et donc, je crois que dans cette situation, nous serons... Trump, au fond, quand on écoute son discours d'hier, je crois qu'il n'a pas besoin de vouloir jouer au dur. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes un businessman, vous n'êtes pas un faucon. Ce n'est pas important. La question, par contre, les questions techniques, par contre, certaines questions techniques, évidemment, ce n'est pas dans un discours qu'il va y répondre, mais on a besoin de les rappeler à sa mémoire. La question de l'inflation, c'est... Les Américains, la solution pour lui, c'est... Il y a la question de l'inflation, la question du protectionnisme, etc. Ce sera... Comment vous allez régler la question de l'inflation compte tenu de la structure du dollar? Comment il va faire ça? Le seul moyen de s'assurer que le dollar maintienne son pouvoir d'achat ou accroisse son pouvoir d'achat, au fond, c'est de cesser d'en faire une réserve de valeur mondiale. Si vous continuez à faire du dollar la réserve mondiale de valeur, si vous voulez maintenir un monde dollarisé, parce qu'apparemment, dans son histoire d'étendre les territoires, de rendre l'Amérique plus riche, etc., on va imprimer, on va utiliser la planche à billets, on va utiliser intensément le dollar. Le problème, c'est que plus on va l'utiliser, plus ça va perdre sa valeur et plus l'inflation va devenir galopante. Donc, on espère qu'il y a une solution technique par rapport à cette question. Quant à la question du protectionnisme, il faut que les Africains qui nous écoutent sachent que 50% de la nourriture consommée aux États-Unis vient ou passe par le Mexique. Donc, l'augmentation des droits de douane pour le Mexique de 25% et pour le Canada, la question est de savoir quelle est la solution que le président américain a trouvée. Comment va-t-il faire pour s'assurer que 50% de la nourriture vendue aux États-Unis sera produite localement en peu de temps? C'est vrai que le blé, c'est 3-4 mois, mais est-ce que l'Amérique aujourd'hui, telle qu'elle est structurée, a les capacités de rattraper cela? Et puis la nourriture, ce n'est pas que du blé, c'est aussi du bœuf d'Argentine, c'est du poulet du Brésil, c'est du piment de Nicaragua, c'est de la banane de Bolivie et de Pérou, c'est tout cela en fait, etc., etc. Et donc la question est de savoir comment ils comptent remplacer tout ça en si peu de temps. Et on aimerait bien le savoir parce que techniquement, c'est
ça pose quand même des problèmes importants, en espérant que les chefs d'État africains ne vont pas récupérer une perturbation des chaînes logistiques avec ce problème, disant que ça vient des États-Unis. Mais on sait que tout vient d'Ukraine maintenant, donc on ne va pas nous sortir cet argument. Donc il y a ces problèmes-là. Du coronavirus. Ou du coronavirus, bien sûr. Donc, et il y a quelque chose qu'il faut retenir pour certains parmi nous qui avaient refusé d'aller se faire injecter je ne sais pas trop quoi, qu'on appelait le vaccin contre le Covid. Ben, moi, je suis content que le président américain ait envoyé ce message profond. Il va réintégrer les soldats qui avaient refusé de se faire vacciner. J'espère que ceux qui, dans nos pays, étaient des jouets, faisaient du zèle totalement ridicule autour de cette question-là, viennent de comprendre clairement qu'au fond, ce vaccin n'était pas nécessaire. Et qu'il y avait même à l'époque, nous leur opposions l'argument selon lequel on ne voit pas, par le principe de précaution en bioéthique, voulait qu'en fait on n'imposât point ce vaccin. Mais ça a été fait, et là, et puis ils vont retrouver tout leur salaire. J'espère que les gens qui ont perdu leurs emplois dans nos pays pourront, puisque la pandémie était mondiale, donc ce n'est pas un problème national, puisque la pandémie était mondiale, ces gens-là pourront attaquer l'OMS en justice pour dédommagement. Et comme l'OMS, ses bras, ses exécutants, c'était nos gouvernements, eh bien, ils vont attaquer nos gouvernements, l'OMS et nos gouvernements, pour qu'ils soient indemnisés, pour qu'ils soient dédommagés. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qui fait que le discours du président Trump était intéressant et que la réaction du président Poutine nous permet d'envisager un monde meilleur. Un monde meilleur, on l'espère de toutes les façons, entre ce dialogue entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain qui s'annonce, en tout cas les deux chefs d'État sont prêts à discuter, à dialoguer pour trouver une solution pour bien sûr cette paix mondiale. D'ailleurs, le président Poutine l'a dit, cela évitera ce qu'on a généralement l'habitude d'appeler cette troisième guerre mondiale qui était de plus en plus brandi. Voilà, on ferme la page consacrée à notre thématique d'accueil, direction le Mali. Là-bas, le pays se lance dans la création d'une industrie d'armement moderne. La nouvelle, ou alors oui, la nouvelle a été a été donnée par le président lui-même, le général Assimi Goïta. Alors une décision qui va forcément favoriser cette autonomie des forces armées maliennes. Le Mali, s'il se lance dans ce grand projet, on parle de souveraineté militaire. On sait ce que traverse ce pays de l'Alliance des États du Sahel, Tapé Groubera, malgré l'appui justement de ses alliés, bien sûr la Russie. On voit les victoires également enregistrées par le Mali dans le cadre de sa lutte pour la souveraineté, bien sûr, de ce territoire. Le pays décide effectivement de se lancer dans cette création, dans l'ouverture, du moins la création de cette industrie d'armement moderne. Alors, Tapé Groubera, est-ce que c'est une... On parle là en termes de priorité, pour qu'on comprenne exactement l'ampleur ou l'envergure d'un tel projet. Pour un pays comme le Mali, un tel projet est-il prioritaire? Effectivement, c'est un projet très prioritaire, même, je vais même mettre plusieurs, très prioritaire. Pourquoi? Parce que en moins 525 de l'ère chrétienne, c'est là a commencé l'attaque de l'Afrique. C'est comme ça que nous avons perdu la main, où les Indo-Européens ont commencé à attaquer l'Afrique. Donc, ce qu'on appelle l'Égypte antique, c'est-à-dire les Kémites. Donc, il y a eu l'attaque. Moins 525 de l'ère chrétienne. D'abord, c'était les Macédoniens. Ensuite, il y a eu les Turcs, d'abord les Perses, les Macédoniens, les Grecs, Romains, jusqu'à aujourd'hui, à ce que nous perdons ce contrôle-là. Et beaucoup de populations sont venus augmenter les populations qui étaient ce qu'on appelle au sud du Sahara. Comment? Donc voilà, ça veut dire que la guerre a été préparée et nous avons été attaqués continuellement. Et cette guerre continuelle, ça a continué. Je rappelle qu'en 711 de l'ère chrétienne, lorsque le prince de Ceuta a demandé aux morts
les morts, ce sont des nègres comme vous et moi, de venir l'aider parce que la région aujourd'hui qu'on appelle la Tunisie, tout ça, c'était des Noirs. Pour ceux qui en doutent, vous pouvez lire le numéro de, je crois, 331 de Sciences et Vie de mai 2024. On sait que le blanc, ce qu'on appelle le blanc, le coder, est apparu il y a seulement 4700 ans. Avant ça, c'était des gens qui étaient clairs, comme peut-être vous et ceux, il n'y avait pas de blancs. Ils sont quittés ce qu'on appelle la région du lac Baïkal, c'est-à-dire en Russie. Ils sont venus, dont leurs ancêtres sont ce qu'on appelle les Yamnaya, qui sont venus décimer, qui ont déjà commencé la guerre, ainsi de suite. Je fais cette grande aventure pour que les gens comprennent que l'agression des populations nègres, ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Et nous ne sommes pas prémunis dès le départ. Je vais donc, à partir de là, descendre encore à ce qui s'est passé, plus précisément le 2 juillet 1890. Si je dis ça, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Puisque le 2 juillet 1890, ce qu'on appelle l'acte de Bruxelles, c'est-à-dire 17 pays occidentaux, européens plus les États-Unis, dont la Russie, se sont réunis à Bruxelles pendant 4 mois et ont décidé, sous prétexte soi-disant, j'ai dit nous sommes en 1890, sous prétexte soi-disant d'aller combattre les gens qui font la traite, ont décidé de mettre l'embargo sur les populations africaines dans leur résistance. Parce qu'il y avait un projet. Rappelez-vous que du 15 novembre 1884, 15 novembre 1884 au 26 février 1885, pendant 4 mois, ils ont décidé d'attaquer l'Afrique. Mais pour que tout cela soit embelli, donc le 2 juillet, donc ça a déjà commencé en réalité, l'acte même a commencé un peu plus tôt, mais ça a commencé, donc ils ont commencé donc le 2 juillet 1890, sous prétexte qu'ils allaient combattre, comme aujourd'hui on parle de djihadistes, allaient combattre ceux qui font la traite. Ils sont venus, ils ont donc imposé le fait qu'on ne doit plus importer des armes en Afrique. En réalité, c'était pour empêcher des résistances. Et si nous avions donc la possibilité de produire des armes, on aurait pu résister. Mais on n'avait pas d'armes. Vous imaginez, vous devez vous battre contre quelqu'un et on attache vos mains dans le dos et on dit de vous battre. Alors que lui, il a les gants, il connaît tout et puis il vous boxe. Donc c'est comme ça l'Afrique a subi. Je le dis parce que souvent, il y a des gens qui s'asseyent pour dire, si les Africains étaient si forts, pourquoi ils n'ont pas résisté? Pour vous dire que depuis moins 525 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes combattus de manière continuelle. Vous prenez le meilleur karatéka au monde, qui se bat contre 1000 personnes qui ne connaissent pas karaté, ça m'étonnerait que cette personne puisse, je dis bien de manière continue, il frappe un, il continue, il frappe un, ça m'étonnerait que cette personne ne puisse pas recevoir un seul coup qui va le mettre KO. Donc c'est le cas de l'Afrique. Donc en le faisant, le président Assimi Goïta, il ne fait que renforcer l'idée qu'il y a, qui est l'idée de la souveraineté. Rappelez-vous, quand la France est intervenue pour pouvoir s'approprier les ressources de l'Afrique, notamment, c'était devant nous. On n'avait pas d'armée. Or, le plan d'ajustement structurel, je pense que le docteur Jean Petit va développer, avait cet objectif bien précis. Vous savez que les Européens, ils ne font rien au hasard. Ils ne font rien au hasard. Et je répète toujours cette phrase, que toute structure créée par les Européens est fille de son époque. On n'a pas créé la CPI en 2002 pour rien. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas les droits de l'homme. Vous avez Huntington, je ne sais pas si je prononce son nom, qui a parlé de la guerre des idéologies. Si vous lisez son livre et puis vous lisez le livre Le Grand Échiquier de Brzezinski, tout ce qui se passe, les deux incluent les livres pratiquement dans la même période, 1996-1997, tout ce qui se passe, Ukraine, ce qu'on est en train de voir, c'est préparé. Ce n'est pas des choses au hasard. Ce n'est pas des choses au hasard, c'est préparé. Donc, en créant ces mercenaires qu'on a abusivement appelés terroristes, ce n'est pas des mercenaires. Un homme normal ne peut pas quitter chez lui pendant 5 ans, dire à sa femme et ses enfants que je suis terroriste. C'est qu'il n'y va pas. Même pendant 1 an, c'est quelque chose qui ne va pas. Ces mercenaires qu'on a déversés, on sait que c'est lorsqu'il y a eu la situation dont ils ont profité de la destruction de Kadhafi, qui avait un projet qui était intéressant. Nous ne parlons pas de ce qu'il a fait avant, mais quand il y a eu le projet panafricain, c'est vrai qu'il voulait que comme on appelle, le Fonds monétaire africain qu'il allait créer, dont le budget, d'abord, première des choses, rembourser toutes les dettes des pays africains. Ensuite, qu'elle allait avoir un fonds supérieur au Fonds monétaire africain, qu'elle allait créer une monnaie qui était supérieure, on n'avait même plus parlé du franc CFA.
Donc, tous ceux-là se sont coalisés et on l'a détruit. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont armé, soi-disant, des djihadistes modérés, à qui ils ont donné des armes lourdes, et après qu'ils ont déversé pour pouvoir attaquer nos populations. Et après, le petit morveux de Macron a le culot de dire que lui, on doit lui dire merci. Tu tues mes parents, et puis tu viens avec des gens pour l'enterrement, et tu veux que moi je sois content pour dire oui, comme tu es venu à l'enterrement avec un cercueil, que tu es gentil. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la réalité est là. Les Européens, c'est par les armes. Parce que les gens, nous, on raconte souvent démocratie et autres, tout ça, etc. Quand De Gaulle est venu, qui n'a jamais été élu, la première fois que De Gaulle a été élu, quand il est venu en 1944, il est revenu le 13 mai 1958, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, la seule fois qu'il a été élu, c'est le 23 décembre 1965. Seule fois qu'il a été élu, ce qu'on appelle suffrage. Mais pourtant, il a constitué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'arme nucléaire pour qu'on le respecte. Donc, nous commençons par le peu, par le petit, là. Déjà, que nous soyons capables de produire des armes pour nous-mêmes, pour nous protéger. On a vu ici, à la fois les soldats maliens et les soldats centrafricains prendre des morceaux de bois et dans leur bouche dire « po, 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 po ». Le président Traoré a dit, quand vous demandez des munitions, et même le ministre des Affaires étrangères et l'ancien premier ministre du Mali ont dit, quand on dit qu'il ne faut pas des armes létales, l'Union européenne dit qu'il ne faut pas des armes létales. Les gens ont des armes qui tuent là-bas, et vous, on dit que vous devez avoir des armes qui ne doivent pas tuer. C'est-à-dire, il faut mettre, je ne sais pas quoi, dedans de l'eau pour arroser les mercenaires. Mais si nous avons une usine d'armement, ça, cet aspect-là est résolu. L'aspect économique, je pense que le procès, il va le développer, mais ça crée des emplois, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée. Ça crée de l'expertise, ça crée de l'emploi. Vraiment, ce n'est que bénéfice à tous les points. Et c'est urgentissime qu'il y ait cette base installée là. Donc, je ne vais pas être long parce que j'ai développé un certain nombre d'éléments. Oui. Je pense que le docteur Yamtiba va encore mettre la couche pour que les gens comprennent l'urgence, je peux dire l'ultra-urgence de cette base, enfin de cette usine d'armement qui va être un point pour la défense des pays, d'abord de l'AES et partant de l'Afrique. L'urgence autour de cette création, de cette industrie ou alors usine d'armement, bien sûr moderne. On rappelle que ce projet ne se limite pas simplement à un simple, justement, assemblage d'armement. Le Mali ambitionne de mettre en place une véritable usine également de production d'équipements militaires. Le projet intègre aussi, selon les informations, des unités complètes pour l'assemblage d'armes individuelles et collectives afin donc d'assurer l'approvisionnement constant et sur mesure des besoins des troupes maliennes, ce qui réduit bien sûr la dépendance vis-à-vis des importations en assurant une production locale adaptée à leurs exigences opérationnelles. Docteur Yamtimba, une telle industrie d'armement, bien sûr, en Afrique, précisément au Mali, c'est un projet urgent également, vous le diriez, comme Tapé Groubeira pour un pays comme le Mali, pendant que certains estiment que c'est de l'argent jeté, bien sûr, par la fenêtre. Des critiques pensent que le pays devrait plutôt investir dans des projets, on va dire quoi, économiques de développement. Attention, je comprends les critiques, mais attention. Oui. Ce que le Mali fait, c'est que l'argent qu'il dépense pour acheter des armes à l'extérieur, il va forcément en acheter. Okay. C'est que cet argent, au lieu de l'envoyer à l'extérieur, il l'utilise pour créer une industrie locale. Oui. Donc, les critiques devraient savoir que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et je crois que c'était ça l'esprit de ce que le président disait. Il n'y a donc pas à craindre le fait que l'argent soit jeté par les fenêtres, sauf s'il considère que les équipements achetés à ce moment, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté, c'est plutôt de l'argent mieux utilisé. Oui. Parce que quand le Mali achète à l'extérieur, le Mali entretient l'industrie militaire des autres pays. Oui. Alors que maintenant qu'il va pouvoir produire à l'intérieur, eh bien, le Mali va créer
recréer. Parce qu'en Afrique, on avait des industries militaires avant. Peut-être qu'on ne les utilisait pas pour aller coloniser les autres, mais elles existaient. Donc le Mali va, parce que l'empire dit du Mali n'a pas existé sans ce type d'infrastructure, sans ce type de, si vous voulez, d'usines adaptées à l'époque. Donc c'est plutôt intéressant, ça va générer de l'emploi, ça va pousser à la maîtrise d'un certain nombre de technologies, ça va booster la recherche scientifique et technique, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. C'est un projet exceptionnel. Dans un pays comme le Cameroun, on appellerait ça un projet structurant. C'est-à-dire qu'il porte en fait beaucoup d'autres projets et crée un écosystème économique et technologique et scientifique qui sont de nature à contribuer au changement, au changement du pays et à la création de la richesse dans le pays. En fait, c'est très intéressant. C'est particulièrement intéressant dans la mesure où une usine d'armement, faudrait que le public le sache, c'est différentes technologies qu'il faut maîtriser, c'est différents types de processus industriels qu'il faut maîtriser, mais c'est également différents types de spécialités en ressources humaines qu'il faut mettre ensemble. Vous avez des chefs de projet, vous avez des ingénieurs dans 1001 domaines différents, des managers spécialisés dans 1001 choses différentes. Vous avez toute une organisation qui intègre des techniciens, des ouvriers spécialisés qui viennent de très très nombreux domaines. Et ce sont des choses qui vont permettre en même temps au Mali, commenceront probablement par l'assemblage au début, mais après, ça va leur permettre de transformer progressivement un certain nombre de choses, un certain nombre de matières premières du Mali. Lorsqu'on lance une usine de lithium, par exemple, l'industrie militaire malienne peut décider que les véhicules légers que l'armée va utiliser sont, par exemple, vont utiliser des batteries. Et donc, cette industrie va fabriquer des batteries au lithium. Bien sûr. Ils peuvent décider que, par exemple, les véhicules lourds, le transport de troupes, les chars, des choses comme ça, et même ce qui existe qu'ils achètent, c'est-à-dire qu'ils ont ces véhicules lourds, mais ils décident qu'au lieu que ça fonctionne à l'essence ou au gazoil, ça va fonctionner à l'hydrogène. Ils ont beaucoup d'hydrogène. Et ça va donc permettre de lancer l'exploitation industrielle de l'hydrogène chez eux. Il y a du gaz dans le nord. Ça peut être une opportunité pour développer des industries, si vous voulez, qui sont autour, qui sont autour de l'industrie militaire en soi et qui l'alimentent, et qui vont permettre de créer des conditions de paix à travers la création des emplois dans les zones dont les terroristes sont chassés aujourd'hui. Donc, par exemple, dans le nord, il y a du gaz, on peut créer du forage de gaz pour l'utiliser, le comprimer, le liquéfier et l'utiliser plus tard, par exemple, dans les véhicules lourds de l'industrie militaire qui seront fabriqués, ou alors même ceux qui existent déjà, qui ont été achetés ailleurs, qui pourraient être modifiés et adaptés à ça. Je vois par exemple à Yaoundé et à Douala, les forklifts, comment on appelle ça en français, forklifts, des sortes de petites machines qui soulèvent des palettes. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le nom en français est parti, ça reviendra. Mais vous avez ces petits outils qu'on utilise dans les hypermarchés, qu'on utilise au port. En réalité, leurs moteurs, ils n'ont plus de moteur à l'essence ou au gazoil. C'est avec du gaz. C'est ce qu'on fait au Cameroun aujourd'hui, par exemple. Mais c'est des moteurs qui ont été transformés au Cameroun par des techniciens camerounais, on a adapté au gaz. Et dont le Mali peut... il faut voir l'horizon, ce que le président malien vient de lancer là. Il faut savoir que c'est exactement le même horizon que lorsque le président Kennedy dit aux Américains, on va aller sur la Lune. Il montre une perspective, il montre le cap, il indique les objectifs à moyen, court et long terme de développement de toute une industrie. Et c'est ça, on n'a aucune idée de ce que ça va produire. Vous avez du vernis à ongles, madame, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins au pied. Le vernis à ongles, c'est un sous-produit de la recherche de l'industrie spatiale dans les années 60. Quand le président Kennedy lançait tout ça, personne n'imaginait qu'on arriverait au vernis à ongles. Vous utilisez le four à micro-ondes. C'est un autre sous-produit du développement des fusées pour aller sur la Lune.
Donc, il y a des éléments comme ça. Énormément. Oui. Énormément. Et donc, en réalité, lorsque vous avez un président qui dit je lance un programme d'industrie militaire, programme d'industrie de l'armement dans mon pays, c'est quelque chose de fabuleux. Vous n'avez aucune idée des sous-produits qui vont naître de tout cela. Et ça va donc créer de nouvelles industries. Mais surtout, vous voyez que l'écosystème même dont cette industrie de l'armement a besoin, je vous le disais, ça peut aller, ils vont commencer par l'assemblée, mais ça peut aller par exemple par le fait que dès le départ, ils décident que tous les vis et les boulons, quand vous prenez un char, les vis et les boulons, c'est à peu près 20% des pièces en fait. Donc quand vous prenez tous les boulons, mais ils peuvent dire, OK, à leurs partenaires, nous allons assembler chez nous, mais les vis et les boulons, vous nous donnez les spécifications, on les fabrique chez nous. Moi, je prends toujours des exemples concrets. Lorsque la crise du Covid est arrivée et qu'au Cameroun, il a fallu faire partir M. Bolloré du port autonome de Douala et qu'il a saboté tout ce qu'il a pu saboter là-bas, et qu'on n'arrivait donc plus à avoir les pièces détachées, etc., pour un certain nombre d'équipements du port, la régie du terminal à conteneurs a fait travailler les ingénieurs et les techniciens camerounais, les ateliers camerounais, particulièrement en ce qui concerne l'usinage de pièces de précision, les boulons, les vis, un certain nombre de pièces mécaniques dont ils avaient besoin, sans compter tout ce qui était lié à l'informatique, c'est-à-dire au codage d'un certain nombre de programmes. Eh bien, on a fait travailler les gens et on s'est retrouvé à donner, si vous voulez, à pouvoir fabriquer un certain nombre de pièces aujourd'hui qui sont utilisées par les grues qu'on utilise dans les ports à Douala. Donc, le président, dès maintenant, tout de suite, peut commencer à donner du travail à ces petits, à tous ces petits, vous avez les armées de soudeurs, vous avez tous les gens qui font de la fabrication mécanique. Il y a plusieurs corps de métiers en tout cas qui se retrouvent. Il y a plusieurs corps de métiers qui se retrouvent là-dedans. Et ça peut booster l'économie du Mali à un tel point, et de l'AES à un tel point que nous ne l'imaginons pas aujourd'hui. Et justement, pour parler de l'AES, on a parlé, Tapé Groubera est sorti là-dessus en disant, effectivement, c'est une bonne chose, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'AES, le Mali qui fait partie de cet ensemble. Voilà, il y a ce boost économique également qui va toucher l'ensemble. Qui est énorme. Oui. C'est énorme, madame. C'est-à-dire que si je vois simplement le domaine des automatismes sur un certain nombre d'équipements qui peuvent être faits, mais l'industrie de l'armement, c'est aussi par exemple l'industrie de l'habillement des soldats. Hein. Ce n'est pas seulement la construction des fusils, etc. Ça coûte extrêmement cher parce que vous avez l'armée malienne aujourd'hui, c'est peut-être 50-60 000 personnes militaires. Il faut les habiller, il faut les chausser. Il faut les chausser. Et les chaussures des militaires, c'est pas... Il faut les chausser. Donc tout ça, c'est de l'industrie militaire. Et pensez que vous êtes dans un pays qui produit du coton. Oui. Pensez que vous êtes dans un pays où on fait beaucoup de tannerie, qui a une certaine tradition du cuir. Et donc, on peut faire des bottes en cuir, on peut faire pour des véhicules, on peut faire des sièges, on peut faire énormément de choses. Mais c'était pas fait avant, Dr Yamtiba. C'est-à-dire qu'avec toutes ces ressources, comment comprendre que nos armées dépendaient effectivement... Mais c'est ça le néocolonialisme, madame. C'est-à-dire que on s'assure dans des accords coloniaux que tout ce qui est militaire, vous n'y regardez pas. Et or, les défenses, quand vous prenez la plupart les 15 pays du franc CFA et du franc comorien, mais leurs équipements, avant que ne commence la diversification au début des années 2000, mais leurs équipements, chaque année, ça assurait à la France plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards, peut-être des dizaines de milliards d'euros. Et ces dizaines de milliards d'euros s'ajoutaient donc au PIB de la France, compte tenu de ce que le franc CFA lui rapportait. Et aujourd'hui, lorsque le président... C'est des éléments de souveraineté, ce que fait ce président malien, Assimi Goïta. C'est extraordinaire. Nous avons vu déjà sur le plan économique à quel point les ramifications d'un tel programme peuvent booster toute l'économie du pays et de l'AES. Parce que je crois qu'en tant que président en exercice de l'AES, quand il annonce quelque chose comme ça pour le Mali, ça a été étudié avec tout l'impact et l'implication et en concertation avec tous les autres pays de l'AES. Donc, c'est déjà en fait un projet confédéral qui est extrêmement puissant sur le plan purement technologique et économique et industriel. Prenons maintenant, par exemple, sur le plan sécuritaire. Mais pourquoi l'Éthiopie a pu résister
à la guerre de proxy qu'on lui a organisée, parce que l'Éthiopie a quand même une industrie militaire, une petite industrie militaire, qui a fait que l'Éthiopie ne s'est pas retrouvée comme l'Ukraine à demander des munitions. L'Éthiopie ne s'est pas retrouvée comme l'Ukraine à demander des armes individuelles, de toutes ces choses-là. Je rappelle aux gens que l'Éthiopie, c'est des dizaines et des dizaines de parcs industriels dans différents pays, dans différentes villes. Et que grâce à tout cela, vous avez de petites industries qui font une foule de choses et l'industrie militaire se développe progressivement dans ce pays-là et ça leur a assuré un certain niveau d'approvisionnement pendant cette guerre de proxy. Et l'une des craintes, c'était que ça tombe entre les mains des rebelles à l'époque. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que compte tenu de cette expérience, par exemple, oui, le Mali ne peut pas assurer la sécurité du Mali et contribuer à la sécurité de l'AES de manière efficace en important systématiquement tout ce dont il a besoin. Les pays de l'AES ont besoin de fabriquer un minimum de choses. Je ne cesse de dire, et là je suis très content parce que dans un livre paru en 2017, l'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité? C'est l'un des thèmes que nous avons abordé en disant, mais vous ne pouvez pas assurer la sécurité des États si vous ne fabriquez même pas un minimum d'équipement militaire. Ce n'est pas possible. Et que le Mali annonce ce genre de choses, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et ça va aller dans le sens du Nigeria qui a un embryon d'industrie militaire. Oui. Nous avons parlé de l'Éthiopie, le Kenya un peu. Bon, l'Afrique du Sud a une vraie industrie militaire. Donc, l'Algérie aussi a une vraie industrie, l'Égypte, le Maroc. C'est très important. Donc, il faut continuer à aller dans ce sens-là parce que pour que nos armées ont besoin d'autonomie. Et cette autonomie en approvisionnement sur ne serait-ce que les choses de base, les armes de poing, les munitions, la prise en charge, c'est-à-dire on appelle ça le paquetage, le paquetage des soldats. Toutes ces minima-là, ce sont des choses dont nous avons besoin et il faut que nous puissions approvisionner nos armées en les fabriquant localement. C'est vrai qu'on a un téléspectateur, mais est-ce que ça permettra également de contrôler tout ce qui est armes dans le territoire? Absolument. Est-ce que ça permet de filtrer aussi? Absolument, madame. Oui. Parce que le fait de fabriquer un certain nombre d'équipements fait que vous importez moins de choses et vous avez, si vous voulez, un système de référencement de ces armes-là qui permet de savoir à tout moment, si ces armes se retrouvent, quel que soit l'endroit du monde où ça va se retrouver, de savoir que ces armes viennent de chez vous. Et à partir de là, vos armées contrôlent mieux les armes qui leur arrivent, mais également les armes qui circulent sur le territoire. Si vous dites, nous, grâce à notre production des armes de poing, nous n'importons plus d'armes de poing, ça veut dire que vos forces, que ce soit les forces de défense, les forces de sécurité, les forces d'appoint comme les douanes, les eaux et forêts, etc., ou l'administration pénitentiaire, ça veut dire que toutes ces armes-là, en fait, seront référencées et dans vos bases de données. Je voudrais terminer pour qu'on prenne notre téléspectateur parce que c'est un échange. C'est très important d'imaginer que en Afrique du franc CFA, les armes qu'utilisent les brigades des eaux, les corps des eaux et forêts, les corps des douanes, le corps de l'administration pénitentiaire, la police, l'armée, que tous ces corps-là, c'est la France qui les fournissait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Imaginez tous ces pays et imaginez que quand vous prenez peut-être en l'an 2000, vous avez l'équivalent pour ces 15 pays, supposons, prenons un minimum, c'est-à-dire que vraiment très très bas, on avait 150 000 hommes. C'est le paquetage de 150 000 hommes, l'habillement de 150 000 hommes, les armes utilisées par 150 000 hommes, tous les râteliers qu'on avait. Vous imaginez ce que ça représentait là? Et je suis en train de dire qu'il n'y avait que 10 000, c'est-à-dire on prend une base de 10 000 par pays, vous savez que c'est faux, et c'était beaucoup plus. Mais imaginez que tout ça venait de la France et c'est ça les accords coloniaux. Ce que le Mali vient de faire là, c'est encore une fois, et ça va dans le sens de ce que disait le président Traoré, ils battent en brèche. Ce qui importe, c'est de casser les accords coloniaux. Oui. Si vous cassez les accords coloniaux, ça veut dire que vous êtes clairement dans une perspective, dans une démarche de mise à fin de tout ce qui est néocolonialisme, de tout ce qui est présence française et du changement dont vous parlez. Merci à vous, docteur Yam Timba. Merci à Tapé Groubera. On va passer effectivement la parole à nos téléspectateurs. Et le premier est en Côte d'Ivoire. C'est notre téléspectateur, Monsieur Kofi. Bonjour, Monsieur Kofi, et bienvenue. Bonjour, Manuel Cité. Bonjour, docteur Yam Timba.
bonjour à mon frère Tapé. Mayela Chike, je vais commencer par la Russie. Vous voyez, quand vous présentez la carte de l'Ukraine, vous voyez que c'est divisé en deux. Donc, c'est là la frontière entre la Russie et l'Occident va se trouver. Donc, j'ai fini ça. Mayela Chike, je suis très content du président du Mali. Parce que vous vous rappelez qu'on a discuté une fois sur l'échec du président ghanéen, l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah. Je disais que ça a été l'indépendance que cherchait Kwame Nkrumah a pris échec parce qu'il n'y avait pas l'action militaire qui accompagnait. Donc si les pays de l'AES veulent l'indépendance, il faut que ça soit accompagné par une action militaire. Aujourd'hui, ce matin, je me lève. L'émission de For You Media, le Mali veut se lancer dans l'industrie militaire. Mayela Chike, si je venais à mourir aujourd'hui, je serais content dans ma tombe parce que ma mission vient d'être accomplie. Ma mission vient d'être accomplie parce que j'ai demandé au pays de l'AES, s'il cherche l'indépendance, s'il veut acquérir l'indépendance totale, il faut que l'action militaire soit accompagnée par l'action de l'indépendance recherchée. Aujourd'hui, le Mali veut se lancer à créer l'industrie militaire. Mayela Chike, je suis satisfait. Je suis satisfait. Les mots me manquent même. Parce que l'indépendance vraie serait acquise maintenant. Quand l'AES cherche l'indépendance, veut s'en débarrasser de l'Occident, il fallait avoir l'industrie militaire. Si aujourd'hui le Mali se lance dans l'industrie militaire, Mayela Chike, ma mission est accomplie. Même si je venais à mourir aujourd'hui, je serais très content parce que j'ai dit à Dr Nyantimba de ne pas manger dans les restaurants des étrangers partout où il va partir. Et je pense que là, il a compris cela. Donc, Mayela Chike, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je suis très content de l'annonce faite ce matin. Et je voulais saluer For You Media qui a participé à cela. Si aujourd'hui le Mali se lance dans l'indépendance totale, c'est grâce à For You Media, Afrique Media, les télévisions africaines. Donc, merci Mayela Chike, merci aux techniciens, merci à Dr Nyantimba, merci à mon frère Tapé. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment, Mayela Chike, ma mission est atteinte. Donc, merci, on a demain. Voilà, merci. Vous avez bien parlé. On se retrouve demain, M. Kofi, parce que votre mission, certainement sur Terre, n'est pas encore prête d'être terminée. Nous avons encore besoin de vous. Seulement par ces appels, ces contributions, vous participez effectivement à cette lutte. On va prendre notre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô? Monsieur, bonjour. Ok, c'est Christophe de Côte d'Ivoire. Bienvenue, monsieur Christophe, vous êtes en direct. Moi, c'est pour parler du discours du président Trump. Au moins, M. Trump, au début, nous avons peur de lui, mais il a fait un discours qui est calme, qui est posé. Il a changé, il n'est pas le Trump d'avant. Il veut que l'Amérique soit forte, d'accord, mais il y a un certain nombre de questions que le professeur Dr Timba a posées. Il faudrait qu'il cherche comment les résoudre. Mais ce qui m'a plu dans son intervention, c'est le fait que M. Trump ait dénoncé qui est fait contre lui et qui est fait contre le pouvoir. Et il a voulu qu'il doit se venger de son économie. Et puis, il n'a même pas parlé de voilà un peu, mais je dis, M. Trump a été élu pour son pays. Il a
Africain, il ne doit pas attendre quelque chose de lui. Il ne doit pas attendre quelque chose au niveau de lui. Mais ce que nous devons attendre aussi, c'est l'industrie militaire qui va se développer au Mali, c'est que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que vous ne pouvez pas prendre le couteau de quelqu'un pour venir faire la guerre sur cette personne. Et si nous avons dit à ton équipe militaire, le militaire d'être autonome. Vraiment, ce sont de bonnes décisions qui ont été prises par le président Assimi. Là, c'est vraiment l'autonomie vraie. Que tout développement est tenu autour de la guerre. On dit, lorsqu'il ne pas la paix, il ne peut pas la guerre. Lui, il passe la guerre et puis il attend. Le travail qui est fait depuis un certain nombre d'années commence à porter ses fruits. Les Occidentaux commencent à changer leur paradigme. Et parfois, l'Afrique, de toute manière, ils veulent maintenant négocier, mais on ne sait pas encore de quelle manière de négocier. Moi, je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Très bonne journée à vous également. Nous allons aller en France et accueillir monsieur Marc. Bonjour. Bonjour, Manuela. Je voudrais dire bonjour, docteur Yam, et à mon frère Tapé. Ce que je voudrais dire, c'est que à chaque fois que le docteur Yam prend la parole, vraiment, il donne des pensées justes. Et je crois qu'il faut vraiment créer l'industrie militaire en Afrique. Comment nous pouvons avoir la matière première qu'eux ils prennent pour créer leur industrie militaire et que nous-mêmes qui avons en tout cas cette matière première, nous ne pouvons pas avoir des armes sophistiquées afin de pouvoir protéger toutes nos matières premières sur le continent. Et les gens, ils viennent piller et après, ils nous narguent tout en disant que nous sommes pauvres. Et tout cela doit vraiment s'arrêter pour que nous, nos enfants et les futures générations puissent avoir ce qu'il y a de bon en Afrique. Les Africains ne sont pas quand même des gens, entre parenthèses, des idiots. Nous savons qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui leur richesse. D'autres même, c'est là pour dire que leur avenir, c'est l'Afrique. Et nous-mêmes, notre avenir, c'est où? Voilà pourquoi nous devons changer, en tout cas, tous ces dirigeants qui sont aujourd'hui sur le continent. Nous devons avoir des dirigeants patriotes, comme le président Assimi, notre président Traoré, et ainsi que le général Tiani. Si nous avons au moins une dizaine comme ça en Afrique, ou une quinzaine sur les 54 pays, je crois bien que nous allons bien avancer. Et c'est pour cela que les élections à venir en Afrique, nous, panafricains, nous devons nous y mettre. Et nous devons batailler dur afin que nous puissions rentrer, en tout cas dans les sphères, dans la haute sphère de la gouvernance en Afrique. Parce que les présidents qui étaient là, et qui d'autres même sont encore là, travaillent pour l'Occident au lieu de travailler pour les Africains. Et ça, c'est pas normal. Comment ils peuvent aller prendre les kilos de café à 20 centimes d'euros, ils vont aller prendre les kilos de cacao à 2 euros. Ben, ça, c'est comme si nous travaillons, nos sangs, c'est nos sangs qui les nourrit. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, vraiment, ce matin, avec toute cette analyse que nos frères sont en train de faire sur les antennes de Forum Média, moi, ça me va droit au cœur. Merci, Dr Yam. Et j'aimerais que vous soyez inspirés comme ça à tout moment afin de pouvoir éclairer les Africains. Merci aussi à mon frère Tapé, un bon historien. En tout cas, il donne ce qu'il y a de nécessaire afin que les Africains soient éclairés et connaissent leur histoire. Parce que sans notre histoire, nous ne pouvons pas avancer dans le présent. Merci beaucoup pour tout et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre antenne. Merci, madame. Merci à vous, monsieur Marc, depuis la France. On rentre en Côte d'Ivoire. Allô?
bonjour, Bonjour. bonjour à tous les panels. Bonjour mon frère Kofi qui vient d'appeler. Bonjour et bonne heureuse année à vous tous. Maïna Siki, avant de commencer, je dis, quand tu as une armée, c'est là on te respecte. Quand tu as une armée, c'est là qui est respecté. Aujourd'hui, la Russie a une armée là, on les respecte. Sans une armée, un pays ne va jamais te respecter. Ils vont toujours te manquer de respect parce qu'ils se disent que tu ne peux pas te défendre. Alors, ce que Assimi Goïta a fait hier, je lui tire mon chapeau. Félicitations à lui. Remarquez un peu, Maïna Siki. Oui. C'est pas de la propagande que nous faisons sur Foyu Média, mais remarquez un peu. Dans les années 2012, 2013, 2014, qu'est-ce que les terroristes faisaient? À ce temps, la France était basée au Mali. Mais qu'est-ce que les terroristes faisaient? Tuer les Maliens? Mais est-ce qu'aujourd'hui on attend ça? Quand nous faisons les analyses, est-ce qu'aujourd'hui on attend ça? Eux-mêmes, quand ils veulent venir là, ils réfléchissent d'abord. Parce qu'ils savent qu'il y a une armée devant eux. Quand tu as une armée, on te respecte. Alors je dis merci. Et franchement, mon père Kofi a dit, Foyu Média a fait un travail. Parce que tout ce que vous parlez, tout ce que les analyses que vous donnez, les Maliens suivent ça. Surtout les pays de l'AE suivent ça. Au Burkina, bien vrai, il y a les attaques. On ne dit pas non. Mais les attaques meurtrières qui se répétaient dans les années 2012-2013, est-ce qu'il y en a encore au Niger? Il n'y en a plus. Non, faisons les analyses. C'est ça, on regarde, les analyses, on regarde. On ne regarde pas, on dit non, ils sont au pouvoir. Non, c'est pas ça, on regarde. Est-ce que les attaques là se répètent encore? Non. Moi, je dis non. Donc, je dis merci aux 3 pays de l'AES. En tout cas, merci. Et merci aussi à Foyu Média pour nous donner la parole pour pouvoir s'exprimer. Il a fini de dire ça, excusez-moi. Il a fini de dire ça. Je vais dire aux Africains que Donald Trump a pris le pouvoir, c'est pour les États-Unis. Ce n'est pas pour l'Afrique. Il faudrait que nous, les Africains, nous comptons sur nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur les pays de les États-Unis pour dire que non, c'est les États-Unis ou bien Donald Trump va nous aider. Non, ça ne nous intéresse pas. Si Donald Trump veut aider les Africains, ils viennent et puis ils négocient, on tombe d'accord et on travaille. Il ne faudrait pas que nous mettons nos idées sur Donald Trump. Il est là-bas, il est élu pour les États-Unis, il n'est pas élu pour l'Afrique. Donc il ne faudrait pas que les pays africains mettent l'espoir sur Donald Trump. Il faudrait que nous-mêmes, on travaille pour nous-mêmes. Je vous dis merci et bonne émission, bonne journée, Maïna Siki. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très belle. En tout cas, merci pour votre beauté naturelle. En tout cas, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et on a demain. Merci à vous également. Merci infiniment pour cet appel et merci pour ces encouragements. Très bonne journée à vous. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous allons rester au standard. Oui, on prend un autre téléspectateur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, bonjour monsieur. Oui, je tiens déjà à saluer vos invités. C'est Delano depuis le Texas. Okay. Madame, c'est que je vais d'abord revenir un peu sur le discours du président américain. Oui. Vous savez, Donald Trump nous a prouvé que ce qu'ils appellent droit international n'existe que pour les pauvres. Il a dit qu'il va reprendre le canal du Panama. Et je me rappelle, lors d'une intervention médiatique, on lui a demandé, mais monsieur, est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous n'utiliserez pas la force pour prendre soit le canal ou bien le Groenland qui vous inspire tant? Il a carrément dit non. Que cette histoire-là est stratégique pour nous. Ça veut dire que s'il faut à un point où il débarque là-bas avec la force, il va le faire. Où est passé le droit international dont il nous parle chaque jour? Donc ça, c'est une preuve pour nous que les lois qu'ils mettent, qui vont dire que ça va diriger les affaires internationales, c'est fait pour ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle le rapport de force. Comme le docteur Yam l'a si bien dit, ça ouvre donc la porte à la Chine d'entrer en Taïwan. Et ça veut dire aussi que la Crimée revient d'office à
son propriétaire qui est la Russie. Et ceux qui se lèvent, ils chantent au Trump, les Africains surtout, hein. Trump arrivé au pouvoir, ça va. Mais Trump était au pouvoir en 2006, il a pris le pouvoir en 2007. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Africains? Dans sa tête même, pour lui, l'Afrique, c'est un pays. Il s'en fout et perd. Il vous l'a dit clairement. Il est là pour les Américains et rien que les Américains. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions là-dessus. Et c'est bien, et c'est tout à fait normal. Un président doit lutter pour les intérêts de son pays. C'est la raison pour laquelle il est élu. Revenons sur le Mali. Quand Assimi Goïta dit qu'il va lancer l'industrie d'armement, les gens pensent que ce n'est pas de la blague. Et c'est très important pour la sous-région. Quand au Burkina, on parle de guerre de haute intensité, c'est quoi qui va garantir que tous ces États-là supportent ça? Parce qu'il ne faut pas qu'on se voie la face. Aujourd'hui, il suffit juste que la Russie s'entende encore avec tout ce qu'on appelle la communauté internationale et décide de ne plus fournir, de ne plus ravitailler l'AES en armement. Ils peuvent juste dire que bon, on n'a plus de balles à vous fournir. Ils retombent encore directement. Donc c'est le moment pour eux de s'assurer qu'au moins ils peuvent fabriquer les munitions dont ils ont besoin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies qui vont entrer là-dedans pour faire en sorte qu'ils aient les munitions, pour utiliser les armes qu'ils ont achetées à l'extérieur. Mais c'est une très bonne initiative et ça va relancer l'industrie de la sous-région. Parce que toute la technologie qui entre seulement dans la fabrication d'une arme, ça va ouvrir beaucoup d'autres domaines. Il faudrait qu'ils commencent eux-mêmes à transformer leurs matières premières pour fabriquer les métaux précieux dont ils ont besoin. Il faudrait qu'ils développent peut-être des centres de formation ou des universités même pour étudier toute la technologie qui est impliquée. Donc, Madame Siké, ça c'est ce que je vais appeler la révolution industrielle malienne. Oui. Et c'est très important, non seulement pour le Mali ou pour l'AES, c'est très important pour l'Afrique. Ça veut dire que désormais, un pays comme la Centrafrique ou même le Cameroun pourra aller cogner aux portes du Mali et acheter des armes. Pourquoi pas? Donc, on va créer une économie en Afrique pour les Africains. Madame Siké, c'était ça mon intervention et merci d'avoir pris mon appel. Bonne continuation. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci également d'avoir appelé et merci pour cette contribution ce matin. On va essayer, avant de revenir sur le plateau avec nos invités. Oui, bonjour. Pour m'avoir pris cette fois-ci. Parce que véritablement, j'ai essayé d'appeler, mais ce n'était pas du tout. Bienvenue, monsieur. Je vais féliciter madame pour son habillement qui témoigne d'abord de son panafricanisme. Et je veux également remercier les panélistes qui sont là, qui nous aident, nos aînés parfois, tels qu'ils expliquent véritablement, même un sourd-muet à la maison peut comprendre certaines réalités. Mais pour revenir à la question, je me dis, mais qu'est-ce que la souveraineté d'un pays sans son industrie militaire? Qu'est-ce que la souveraineté d'un État sans son industrie militaire? En fait, ça ne devait pas être un débat parce que véritablement, ce qui nous a toujours manqué, c'est ces industries militaires-là. Si aujourd'hui, à la place de Gaza, on retrouvait un pays aussi puissant que la Turquie, je ne pense pas qu'Israël se serait hasardé à entrer, à envahir Gaza de cette façon. Donc, c'est ce manque d'armement, ce rapport de force qui n'existe pas, qui fait en sorte que nous avons subi cette colonisation, cette dépendance, cette faiblesse-là depuis des années. Aujourd'hui, nous sentons avec la Russie que c'est véritablement une coopération parce que le Mali aurait pu encore faire 100 ans avec la France, mais sans toutefois avoir la capacité de fabriquer ne serait-ce qu'une balle. Donc, véritablement, avoir déjà une industrie militaire, c'est un grand pas et ça nous rassure un tout petit peu.
comme disait Denzel Washington, c'est-à-dire ce filet de secours, quoi. Même si la Russie n'est pas là aujourd'hui, n'est plus là demain, nous saurons au moins que nous avons fait quelque chose. Donc, véritablement, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Si le Mali fabrique des chars de guerre, il faudrait que le Burkina fabrique des Kalachnikov et le Niger fabriquera peut-être des obus. Et ça va faire en sorte qu'avant que nos ennemis décident de nous envahir et de faire quoi que ce soit, ils réfléchissent au moins une dizaine de fois. Et c'est une très grande économie également. C'est une très grande économie parce que les armes que nous achetons depuis des siècles chez ces Occidentaux-là, désormais, on aura la possibilité de garder cet argent-là dans nos industries d'armement qui pourra impacter également d'autres industries, que ce soit l'industrie d'habillement, l'industrie, c'est-à-dire de recherche technologique de grands faits. C'est véritablement ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous constatons véritablement, malheureusement, que le fait de compter sur le droit international, sur des textes qui ont été signés, c'est véritablement pour ceux qui sont faibles d'une certaine manière, parce que quand on est fort, à un moment donné, on n'a plus besoin de ces genres d'organisations-là. Donc, véritablement, pour moi, c'est une nouvelle naissance d'apprendre qu'aujourd'hui, le Mali fabriquera désormais ses armes sur son territoire par ses enfants. C'est véritablement un grand pas, un honneur. Et ça doit rester dans les archives, en fait, parce qu'il faudra que ça soit même une fête nationale désormais, c'est-à-dire un truc de ce genre. Merci, madame, je ne veux pas monopoliser, je vais accorder la chance aux autres de prendre la parole. Merci, je vous salue tous et je vous aime. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup pour cette contribution également ce matin. Et c'est d'ailleurs avec celle-là que nous allons fermer le standard et retrouver Tapé Groubera à la suite de vos différentes interventions. Effectivement, une décision louable et d'ailleurs très appréciée et applaudie par les uns et les autres, les Africains qui nous appellent ce matin. Tapé Groubera, on l'a également dit sur ce plateau, le docteur Yam a pris l'exemple de l'Éthiopie, la résistance effectivement de l'Éthiopie, parce que ce pays avait justement cette base, cette industrie militaire. Aujourd'hui, on voit donc un pays tel que le Mali, on sait ce que traverse ou a traversé surtout le Mali pour avoir ce résultat aujourd'hui, ce qu'on voit en termes de sécurisation du territoire. On sait également que le Mali a des alliés, entre autres la Russie, mais on sait aussi que le président Assimi Goïta vise cette autonomie totale vis-à-vis des puissances occidentales. Alors, on comprend effectivement où est-ce que le président Goïta est en train, bien sûr, d'aller face aux attaques que subit le Mali depuis un moment, face justement en ce qui concerne, qui proviennent des États occidentaux. Le Mali, désormais, pourra se défendre justement face à ses ennemis. Je voudrais ajouter un exemple qui est aussi concret, que nous, en Côte d'Ivoire, nous, on le sait. Vous savez, la rébellion, on parle de 2002, mais elle a commencé en 2001. Plus précisément, le 7 janvier 2001, l'État de Côte d'Ivoire a été attaqué par la rébellion. Et lorsque l'armée ivoirienne a voulu le faire, on avait à l'époque, je crois, 2 Pumas, si ma mémoire a boaké. Et les Pumas sont des fabrications françaises. Et c'était, il paraît, M. Dassault. Donc, à l'époque, il paraît, le président Gbagbo a demandé à ce qu'on puisse les utiliser, mais on dit qu'ils étaient en panne. Et donc, la pierre de l'échange devait venir de Paris. Oui. Bon, vous imaginez, et la même situation a perduré jusqu'à ce qu'en 2002, on ait connu la rébellion. Voilà un cas concret. Ça, c'est un cas concret pour ajouter à ce qu'a dit le docteur Yampi en ce qui concerne l'Éthiopie. Oui. Ici, l'avantage que nous avons, parce que souvent, on se bat, on parle de notre matière première, il ne faut pas les vendre à vil prix, ou bien il faut une plus-value. Mais voilà un élément de plus-value. Ouais. C'est-à-dire, on a la chance, on prend, je ne sais pas, le matériel, le fer, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on va prendre, mais on le transforme sur place. Vous voyez, c'est une plus-value. Donc, on va impliquer des populations africaines
On va d'abord commencer par les Maliens, les gens de l'AES. Et puis nous qui sommes là, peut-être que si on cherche de l'emploi, on peut aller là-bas. Et donc, ça va nous impliquer tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle des emplois directs. Mais il va y avoir des emplois indirects. Hein, le docteur Yann Pouba, économiste de son État, le grand, il va donc développer, il a développé d'autres choses qu'on pourrait ajouter. Donc, vous voyez qu'il n'y a que du gagnant. En plus, comme je l'ai dit, et il a démontré tout à l'heure, l'argent ne va plus sortir parce que ce sont nos ressources qui sortent. Mais ça, c'est fait sur place. On a nos ressources, on les utilise comme on veut. Et puis, pour pouvoir, par exemple, à une police, on n'a pas besoin de dire, on attend une dotation. La dotation est faite, il faut signer un papier administratif qui va faire. Il faut que l'Union européenne regarde si l'arme n'est pas létale en passant des choses de droits de l'homme. Est-ce que les armes que vous allez tuer, ça ne va pas tuer un voleur? On est fatigué de tout ça. L'armée ou bien la police burkinabé, malienne ou nigérienne, pour décider que c'est en attendant que d'autres viennent s'intégrer dans ce groupe-là. Mais ils ont besoin d'avoir des PA, des pistolets thématiques. On sait où les avoir. Moi, j'ai donné cours ici en Belgique où je parle. Oui. En Belgique, ici, vous avez une industrie d'armement ici, dans la région de Liège. J'ai donné des cours à des élèves, j'ai donné des cours de mathématiques à des élèves, mais en même temps, ils font les cours de maths, ils ont des cours, c'est-à-dire leur option, c'est un armement. Vous imaginez des enfants de 17, 18, 19 ans qui vont apprendre des armes. Bon, on leur dit qu'ils sont issus de familles, comment on appelle, de chasseurs et autres, tout ça, etc. Donc déjà, ils connaissent, ils peuvent monter une arme, même si ce n'est pas des armes militaires, mais au moins, ils connaissent le fonctionnement d'une arme. Donc, ça crée une industrie du côté de la Wallonie, en Belgique, ici. Et quand même les gens se plaignent du fait que ces armes se retrouvent là, on dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Si on démantèle cela, on ne va plus avoir, c'est-à-dire ces gens-là, il faut les mettre au chômage. Donc finalement, le même qui était contre, il vient dire, tout compte fait, il vaut mieux les laisser. Vous voyez? Donc, je donne des exemples concrets pour que les gens comprennent que l'industrie des armes, ce n'est pas pour aller faire la guerre de manière belliqueuse, ce n'est pas les intentions des Africains, mais pour nous, un premier temps, ça va donner, ça dit sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan du changement ce que j'appelle des éléments de plus-value. Maintenant aussi sur le plan de notre propre sécurité. Vous savez que Samori Touré a été un gars très, très, très fort. C'est lorsque la loi dont j'ai parlé s'est mise en place, et c'est pour cela que j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas baoulé, je ne suis même pas à Caen, mais beaucoup ignorent, par exemple, la force qu'a eu le peuple baoulé bien organisé pour aider Samori Touré. Parce que quand il y a eu cette loi du 2 juillet 1890, parce que ça c'est la France qui a opéré ça, on ne pouvait qu'avoir des armes dans les pays dits aujourd'hui comme Gold Coast. Et donc les Ghanéens qui ont des parents de l'autre côté achetaient des armes en pièces détachées et les faisaient transiter pour envoyer ça aux gens de, comment on appelle, de Samori. C'est ce qui a permis la résistance. Mais si même à l'époque, notre industrie n'a pas été totalement détruite, on aurait pu résister autrement. Donc aujourd'hui, il y a une guerre, comme l'a dit tout à l'heure un internaute, il y a, le président Traoré a dit, il y a une guerre à haute intensité. Quelqu'un dit, je viens pour t'agresser. Et puis toi, tu es assis, tu dis, oh, il ne va pas le faire. Il dit, délit. Non, il faut te préparer. L'autre proverbe dit, pour tenir compte de ce que vous avez dit, on ne prend pas quelqu'un à manger du poisson. Il faut lui apprendre à pêcher. On ne sait jamais. Parce que demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, on sait que même si le président Poutine était Premier ministre, mais Mendevet était là et il a donné son accord pourquoi on attaque la Libye. Demain, Poutine n'est pas éternel. Peut-être même il peut changer d'avis. S'il dit qu'il ne veut plus, ça veut dire qu'on revient encore à la merci. Parce que les armes qu'on a, ou bien on n'a plus la possibilité d'avoir une dotation conséquente. Mais nous-mêmes, il faut qu'aujourd'hui, comme hier, je suis content de l'intervention de tous les frères, enfin, il n'y a pas eu de sœurs qui sont intervenus et ceux qui nous regardent. Nous devons apprendre un premier truc que nous devons mettre dans nos têtes, compter sur nous-mêmes. Je pense que le dernier intervenant a dit en parlant de Trump, oui. Nous devons compter sur nous-mêmes. Ne jamais, jamais compter sur l'autre. Nous devons compter sur nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on est Camerounais et qu'on voit ce que le Mali fait, on doit être fier.
Et on doit encourager selon ses possibilités. Oui. Si on dit qu'on ne peut rien faire, peut-être qu'on n'a que des prières, faisons-les pour accompagner. Si on dit qu'on peut intervenir comme nous on le fait modestement, faisons-les. Mais il faut que nous ayons une vision. La vision panafricaniste, ce n'est pas très 20 mots. C'est l'accompagnement de ce qui se fait. Quand le président Assimi Goïta le fait, il faut encourager cela et dire merci à cette vision éclairée. Parce que pour nous sommes en face des gens qui, ma foi, ont privilégié la guerre. La France, c'est ce qu'elle fait. Je vous ai donné déjà les exemples de la Centrafrique et du Mali. Et comme on se moque actuellement de la République démocratique du Congo, vous pensez que la République démocratique du Congo, il y avait un pays qui pouvait fournir les armes, mais le problème est déjà résolu avec les M23. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous sommes en train de pleurer auprès de M. Tshisekedi pour dire, pour le moment, la République démocratique du Congo a les moyens. Il faut armer l'armée. Et rappelez-vous, il y a 2 jours, des combattants qui étaient là-bas sont revenus dans la République. Mais pourquoi ils sont revenus dans la République? Parce qu'ils ont vu en face de l'armée malienne qui est forte. Ils sont venus, ils ont rendu armes, ils ont rendu tout ça. Vous pensez que l'armée malienne aurait pris les morceaux de bois et serait revenue? Au contraire, ils allaient s'asseoir, manger comme ils veulent. Je touche du bois, c'est méchant ce qui s'est passé. Et j'ai mal au cœur. Mais regardez ce qui s'est passé au Bénin. Parce qu'on joue avec les populations africaines. Et le Burkina Faso a heureusement vengé ce qui s'est passé au Bénin. Mais il nous faut nous doter d'une arme. Moi, mais je vais plus loin. Et ça, c'était notre projet depuis au sein du MORAF, le Mouvement pour la Renaissance de l'Afrique. Nous disons, il faut que d'ici les 10 prochaines années, il faut qu'un pays africain ait l'arme atomique. Il faut qu'un pays ait l'arme nucléaire en Afrique. Vous avez vu comment les gens ont commencé à respecter l'Iran. Lorsqu'il y a eu des petits secousses, Israël s'est calmé. Sinon, Israël attaque. Donc, après ça, nous devons penser à l'arme atomique, l'arme nucléaire. Parce qu'on a les outils, on a les moyens, toute place. Il ne faut pas qu'on s'arrête. À partir de ce moment-là, on peut commencer à parler de démocratie, des choses, etc. Sinon, si ce n'est pas ça, tout le reste n'est que du leurre, parce que les gens se lèvent, ils vont détruire. La Libye est détruite aujourd'hui. Qui pleure? C'est nous, les Africains, qui pleurons. Nous le pleurons parce que la Libye, c'est africain, parce que nos frères ont été tués gratuitement. Aujourd'hui, on a défait des milliers de mercenaires et nous en payons encore le prix. Mais eux, ils sont contents, ils font le business. N'oubliez pas, le désordre arrange toujours l'Occident. Le désordre arrange toujours l'Occident. Merci à vous, Tapé Groubera. Effectivement, puisque vous êtes revenu sur ces images, ces billes de bois, ces militaires qui s'entraînaient, effectivement, puisqu'on parle d'armement, pour comprendre exactement d'où vient l'Afrique. Pour nous, c'est quelques secondes d'image. La réalisation, la retrouver pour ce qui va nous permettre de sortir tout à l'heure avec le docteur Yam Timba. Retour quelques années, bien sûr, en arrière, du côté de la République centrafricaine, qu'on comprenne effectivement l'importance de cette souveraineté militaire, dotation en tout cas en termes d'armement militaire, d'indépendance militaire en ce qui concerne les États africains. On va prendre ce petit extrait, vraiment très court extrait. Vous connaissez certainement ces images. Ensuite, on revient sur le plateau. Pour l'instant, les bouts de bois remplacent la Kalachnikov. Pam, pam, pam. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ça te fait rire, cachez-vous. Oui. Cachez-vous. 54, viens prendre ton arme. On t'a choisi un canon anti-aérien. Si tu vois un avion, tu tires. Va dans ton groupe. Eh bien voilà ce qui certainement nous permet de comprendre l'importance d'avoir justement nos propres armes. Dr Yam Timba, nous sommes en train de sortir. Ce qu'on peut simplement peut-être dire, c'est que le Mali devrait servir d'exemple. Ou alors l'AES. Je crois que ces images... Ces images nous disent tout, hein. Mais ils n'ont pas fait qu'à Centrafrique. Hein. Ils ont même eu le toupet de venir dans un pays comme le Cameroun et de dire qu'ils venaient former des soldats camerounais et puis de commencer à faire... Je crois que l'armée camerounaise leur a dit en 2 temps 3 mouvements, messieurs, vous n'êtes pas au Moyen-Âge ici. Hein. Vous n'êtes pas au Moyen-Âge ici, quel est votre problème?
Et après, quand on s'est retrouvé dans une formation, ils organisent des formations pour donner l'impression que leurs armées sont supérieures. Je crois que c'était en Mauritanie. Ils veulent apprendre, je ne sais pas trop quoi, aux armées africaines, la lutte contre le terrorisme, des choses comme ça. Je crois qu'ils ont reçu une petite leçon des soldats camerounais qui leur ont dit, mais on dirait que on s'amuse chez vous. Chez vous, là, vous dormez. Hein. Donc, je crois que ce complexe de supériorité et cette volonté d'humilier et de maintenir dans la dépendance les Africains, c'est nous qui les briserons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce que le Mali vient de lancer là est extraordinaire. C'est une perspective qui va modifier totalement le paysage à la fois militaire, industriel et sécuritaire, non seulement du Mali, mais également de toute l'AES et avec un fort impact sur les pays environnants. Nous devons savoir que les gens doivent cesser d'avoir peur de faire de l'industrie. La technologie, c'est 20% des connaissances scientifiques. C'est-à-dire que vous prenez toutes les connaissances scientifiques qui existent, la technologie, au fond, là-dedans, ça se condense. Vous condensez, ça représente 20% de ces connaissances. Ouais. Donc, et c'est à la portée de tout le monde. Quand vous prenez les pays africains, il y a une grosse polémique qui est née ici il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y avait un ministre de l'industrie, par exemple au Cameroun, à qui je demandais, mais votre boulot consiste exactement en quoi? Dans les villages, les gens savent fabriquer des fusils. Ils appellent ça. Tout à fait, voilà. Dans nos villages au Cameroun, on sait fabriquer des fusils. Tout à fait. Comment se fait-il que si les gens dans nos villages savent fabriquer des fusils, l'administration pénitentiaire utilise les MAS 36? MAS 36, manufacture d'armes de Saint-Étienne, 1936. C'est-à-dire que nous sommes au 21e siècle, c'est les armes fabriquées en France en 1936 qui sont utilisées chez nous. Il y a quelle technologie là-dedans? Dans nos villages, les gens savent fabriquer des armes. Vous allez à toutes les fêtes dans nos villages, vous entendez des crépitements fabriqués par eux-mêmes. Tout à fait. Un bon ministre de l'Industrie et de bons ministres de la Défense, leur boulot, c'est d'aller identifier tout ça, faire un inventaire, organiser ces artisans-là, et en les organisant, créer l'industrie militaire. Et je rappelle que pour fabriquer une arme artisanale, vous avez besoin de l'acier, puisque les canons et tout ça, c'est de l'acier. Vous avez besoin de beaucoup de chimie, donc de l'industrie métallurgique, de la chimie, puisque la poudre, c'est de la chimie. Vous avez besoin de l'industrie de fabrication, puisque les balles, c'est de la mécanique, de fabrication mécanique, et le canon, c'est de la fabrication mécanique. Vous avez besoin et vous voyez le niveau de mathématiques. Parce que tout ça doit être ajusté. Oui. Donc, sans compter toutes les autres industries dont on a besoin tout autour, il y a la logistique, il y a plein d'autres choses qu'il faut. Donc, vous avez en réalité un écosystème à la fois technologique, économique et scientifique qu'il faut valoriser tout simplement. Pourquoi nous faisons comme si fabriquer des armes extraordinaires? Or, à partir du moment où vous savez fabriquer une simple arme traditionnelle, c'est le principe simplement de la propulsion, à quelle vitesse on peut projeter un projectile, on peut lancer un projectile. Vous améliorez progressivement cela et vous arrivez au missile balistique intercontinental. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Soit vous avez des gens qui sont des professeurs de physique et de mathématiques et ils peuvent donc faire leur boulot, soit vous n'en avez pas. Mais dans nos pays africains, j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, dans des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique même, ou le Kenya ou ailleurs. Discuter avec ces gens-là m'a fait comprendre que, en réalité, si nous mettons ensemble un certain nombre de compétences, nous sommes capables, Tapé Gourbera parlait de 10 ans pour la bombe atomique, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut se faire, et pour la moitié du temps, nous pouvons arriver à des missiles extrêmement puissants. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la plupart des pays n'ont pas des dirigeants dont l'option est la souveraineté de leur pays. Nous avons des dirigeants qui en fait arrivent au pouvoir, certains par accident, d'autres se retrouvent là portés par le système.
Et ils n'ont aucun intérêt à ce que le système change. Et ce que le président Assimi Goïta envoie comme message, brisant là, parmi les 11 accords coloniaux, un très grand nombre, une très grande partie de ces accords coloniaux, eh bien, c'est de dire nous allons transformer la base industrielle de nos pays, de nos pays de l'AES, parce que chaque fois qu'il parle, il ne parle pas pour le Mali. Il est le président de l'AES, dont il parle pour l'AES. Bien sûr. Nous allons modifier, transformer totalement la base industrielle, technologique, scientifique et économique de nos pays à travers l'industrie militaire. Parce que l'industrie militaire touche à tout. Ça touche à tout. Et le fait que ça touche à tout signifie qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est, en plus de la maîtrise technologique, c'est la capacité de transformer un certain nombre de minerais. Parce que ce sont des pays dans lesquels vous avez tout ce qui est métallurgique et qui peut permettre donc d'avoir les bases. Et vous avez dans ces pays, parce que je regarde souvent, vous voyez le Mali, vous voyez le type de grosses pirogues que les gens fabriquent par exemple dans ces pays-là. Mais ce sont les bases pour faire des bateaux de guerre. Pourquoi les gens croient que c'est extraordinaire? Ils croient qu'il faut quoi? Il ne faut rien d'extraordinaire. Sauf que si vous avez les bases en termes métalliques pour faire métallique dans la construction pour faire des bateaux puissants, vous avez les bases pour faire les chars, les camions, etc. C'est exactement ça. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais, par exemple, n'avaient pas compris que l'État néglige le chantier naval et industriel du Cameroun. Parce que c'est la base pour une industrie militaire, une industrie automobile, une industrie de construction navale. Et on n'a pas compris pourquoi ça a été négligé. Et donc le Mali va dans le bon sens. Et ce sens dans lequel le Mali va, c'est de porter désormais la sécurité de l'Afrique et la souveraineté de l'Afrique par les moyens de l'Afrique elle-même. Vous ne pouvez pas vouloir être indépendant et compter sur les autres. C'est pour ça que vous avez cette émission que nous avions faite avant, il y a quelques mois, sur la question de la présence de membres de pays africains comme membres permanents du Conseil de sécurité. Mais vous êtes un pays qui, même, c'est-à-dire que votre président entre dans la salle du Conseil de sécurité de l'ONU, l'arme de son garde du corps est importée, vient d'un autre pays. Vous ne représentez rien du tout. En réalité, le pays qui a vendu cette arme, qui vous a vendu cette arme, il vous regarde arriver, il est capable de désactiver cette arme à distance. Donc, en fait, vous êtes à leur merci. Alors que là, le Mali qui aujourd'hui a des entreprises qui travaillent sur les drones. Oui, et pour la petite parenthèse, vous me permettez justement, parce que je recherchais cette information, il y a, puisque vous parlez de drones, il y a effectivement des jeunes aussi, comme ce jeune Malien qui a fabriqué un drone made in Mali justement, et compte mettre cela, un drone militaire si je peux le dire ainsi, à contribution pour l'armée malienne. Donc il y a ces talents qu'on peut exploiter. Encore que ça a été fabriqué avec le soutien de l'armée malienne, puisqu'il fait les essais sur des terrains militaires maliens. Donc je connais un peu l'histoire, l'affaire. Et donc le Mali en fait a observé, a regardé ce qui peut se faire. L'armement, une industrie de l'armement, c'est tellement de choses parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'armée de terre, c'est la marine, bon, on va dire la marine Mali. C'est un pays enclavé, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même tout ce qui est le fleuve qu'il faut sécuriser. Mais la terre, l'air, l'armée de terre et l'armée de l'air. C'est, imaginez toutes les industries qui sont dans le secteur de l'aéronautique. Imaginez toutes, ou alors qui sont dans le secteur même des drones et tout cela. Imaginez toutes les industries qui concourent à la présence d'une armée sur un espace, dans un espace donné. C'est extraordinaire. Et ça nous permet de rêver et d'espérer que l'Afrique sera mieux protégée des programmes. Je vais finir par une citation du professeur Bouemba Bon. Bouemba Bon disait, si on me demande de choisir entre la Mahat et la bombe atomique, je dirais, je prends les deux. Parce qu'avec la Mahat, je vais certainement construire une très belle société. Une société agréable où on se respectera, pleine de justice, de gens vrais, etc. Mais je n'aurai aucun moyen de la défendre. Si je ne prends que la bombe atomique, je vais être belliqueux comme ceux qui détruisent le monde.
Mais à quoi ça sert alors d'être belliqueux, de contrôler le monde si je détruis toute ma population? Et si même en face de moi, il n'y a personne, puisque j'ai la bombe atomique tout seul. Donc je prends les deux. Je prends les deux parce que j'ai besoin de construire une société bien heureuse, protégée, avec les moyens de la protéger. Et donc le Mali, je crois que c'est dans ce sens qu'il va. Et c'est dans ce sens que l'AES va. Et ça reste, ça en rajoute à la pertinence de l'AES comme projet d'unification, comme projet politique et projet historique pour l'Afrique aujourd'hui. Projet politique et historique pour l'Afrique aujourd'hui, bien sûr l'AES. Merci à vous, Dr Yam Timba. Merci à Tapé Grobera également d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette édition de For You Matin sur For You Media Africa. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Vous avez été très nombreux ce matin encore. Merci infiniment. Merci à l'équipe technique également pour, qui s'est mobilisée pour la réalisation et la production de cette autre édition. On se donne rendez-vous demain pour le mercredi des téléspectateurs. Vous aurez bien sûr tout le temps de participer durant toute l'émission. D'ici là, portez-vous très très bien et à demain.